Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. On a avec nous Alexandra Gallo. Coucou Alexandra. Coucou Alina, coucou à tous les enchanteurs et joyeux Imbolc. Oui. Alors ce matin, dans ta chronique autour de la magie d'Avalon, et aujourd'hui tu vas nous expliquer comment s'initier aux sagesses anciennes en arrivant à Avalon, et tu as tout un programme juste magnifique pour ce matin. Merci, j'espère qu'il va vous plaire. Effectivement, c'est donc voilà, 6e épisode de ce cheminement de prêtresse d'Avalon que je vous partage dans cette chronique. Et comme on en a parlé un petit peu au travers des anciens épisodes, cette idée qu'arriver à Avalon, c'est justement aller rejoindre ce lieu d'apprentissage des anciennes sagesses sur les traditions celtiques notamment. Et donc comment avoir un nouveau fonctionnement, une nouvelle vision des choses. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ça, voir quels sont les domaines de magie en fait auxquels on peut être initié et quels sont les domaines qu'on va du coup être pas forcément qu'on va choisir, mais qui vont être des domaines de prédilection pour nous dépendamment de notre magie unique, comme on en avait parlé dans le dernier épisode sur notre constitution personnelle. Et voilà, donc vous présenter un petit peu tout ce parcours que vous pouvez être amené à faire une fois que vous rejoignez cette île mystique. Et je rappelle au passage aux enchanteurs que toutes les émissions, toutes les chroniques autour de la magie d'Avalon sont disponibles sur la chaîne YouTube. Donc il y a 5 épisodes disponibles et là, on débute ce 6e. C'est parti, ma très chère Alexandra. Donc voilà, donc comme on en avait parlé, le Avalon, donc sanctuaire du féminin sacré, cœur de la magie du monde, lieu d'apprentissage. Et du coup, qu'est-ce qu'on apprend en fait au niveau de cette île-là? Donc cette île un petit peu qui va faire office presque d'école, une école un petit peu protégée dans laquelle on peut apprendre à son rythme avec différentes personnes. C'est une forme de Poudlard en un certain sens, sans château, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, là, ça nous permet justement de nous reconnecter à ce que j'appelle, moi, le langage du monde, langage de l'univers, donc se relier au rythme des saisons. Donc là, par exemple, justement, nous sommes à la fête d'Imbolc, donc l'un des 8 sabbats sur la roue de l'année, alors qui n'est pas forcément que païenne, c'est la roue de l'année, c'est pas forcément que celtique, mais justement la roue de l'année païenne. Donc, réapprendre justement ces différentes fêtes qui rythment notre année, s'accorder avec les saisons, observer en fait le rythme des saisons, écouter un petit peu plus le langage de la nature et s'accorder à ce rythme-là. C'est-à-dire que par exemple, effectivement, dans la période hivernale, malgré tout, hop, bim, c'est 1er janvier, il faut être au taquet, il faut faire la nouvelle année, les nouvelles résolutions, etc. En fait, si on écoute véritablement notre rythme et le rythme de la nature, on voit la nature encore endormie. On ressent en fait à l'intérieur de nous ce besoin encore d'être un peu en mode cocooning, voir si on pouvait hiberner, on le ferait parfois. Ce côté de vouloir rester un peu plus en introspection et c'est pas encore le temps d'être dans la full action en fait. Donc toutes ces différentes manières en fait de voir le monde, de voir les choses, nous permettent de nous réaccorder véritablement avec le vrai rythme et non pas le rythme que parfois nos sociétés peuvent imposer. Donc du coup, c'est une fois qu'on arrive là-bas, on a cette reconnexion avec ces différentes manières de faire. Donc c'est une vision assez générale, en fait, le rythme des saisons, la roue de l'année, etc. Mais comme on en avait parlé dans le dernier épisode, je vous avais introduit un petit peu ce qu'on appelle les 9 Morgans, donc les 9 gardiennes d'Avalon, donc qui sont des femmes prêtresses, parfois dans certaines traditions, carrément même des déesses, qui représentent en fait et protègent l'île d'Avalon et font rôle un petit peu d'initiatrice dans cet univers. Et chacune va être représentée être une représentante d'un des 9 domaines de magie. Alors, bien évidemment, on peut considérer qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça, mais souvent, on se rend compte que c'est des déclinaisons d'un domaine en particulier. Et donc là, justement, je voulais un peu plus rentrer dans ce sujet-là et vous présenter un petit peu plus quels sont ces fameux domaines de magie. Voilà, un petit peu encore à l'image de Poudlard, quels sont nos professeurs de magie dans la tradition d'Avalon. Et donc, ces 9 femmes, donc en fait, ces 9 Morganes gardiennes d'Avalon, ont chacune donc un âge différent qui va grosso modo représenter un petit peu l'âge, les différentes décennies sur la vie donc d'une femme en l'occurrence ici.
Et donc chacune en fait voilà a ce domaine de prédilection. Donc si je vous les décline, eh bien simplement voilà quand on a la Morgane sage, donc la plus vieille de toutes, elle travaille avec la magie des défunts. Donc tout ce qui va être passage d'âme, canalisation, ce genre de choses. La Morgane médium va travailler avec la magie de divination, donc différents types d'outils divinatoires, bien évidemment, que ce soit voilà des oracles, que ce soit du pendule, que ce soit encore une fois voilà des guidances intuitives, plein de choses possibles qui peuvent se décliner là. On a ensuite la Morgane guérisseuse, donc elle qui du coup maîtrise le pouvoir de la magie élémentaire, donc la magie avec les 4 éléments. Donc, elle va guérir au travers de cette magie-là. Et donc là, pareil, on peut décliner ça par rapport à certaines qui vont plus se tourner vers l'herboristerie, plus se tourner parfois vers la magie de l'eau, etc., etc. On a également la Morgane fée, donc alors pas forcément comme on pourrait le supposer, Morgane la fée comme on l'entend dans la tradition du roi Arthur, mais celle qui plutôt représente un petit peu la reine du royaume des fées et qui elle va se charger et être maîtriser en fait l'art de l'onirisme, donc tout ce qui rejoint à la magie des rêves. La donc 5e Morgane est la Morgane guerrière, donc celle qui justement se charge de la magie invocatoire. Donc la magie invocatoire, on est sur une magie qui est l'art en fait de faire des rituels, de faire des formules en fait. Voilà, donc quand le fait d'invoquer dans différents rituels, bah, c'est en fait l'idée de créer une formule d'intention puissante pour pouvoir réaliser notre objectif, réaliser notre rituel. La 6e Morgane, c'est la Morgane amante, donc elle qui va être plus en lien avec la magie rouge, la magie rose et la magie lunaire. Donc la magie rouge, tout ce qui va tourner à la magie sexuelle. La magie rose qui est plus reliée à tout ce qui est émotionnel en général, voilà, des relations à différents niveaux. Et la magie lunaire, bien évidemment, donc le travail avec les différentes phases de la lune. La 7e, donc la Morgane mère, donc elle qui va représenter la magie de talismanie, c'est-à-dire donc la capacité de fabriquer en fait des talismans. Tout ce qui va être également géomancie, donc le travail avec les énergies telluriques, les énergies de la terre et bien évidemment la lithothérapie. La 8e, donc la Morgane souveraine, donc qui va être détentrice en fait du pouvoir de la magie blanche. Donc cette magie justement qui utilise notre pouvoir personnel, notre énergie constitutive pour pouvoir matérialiser dans notre réalité ce qu'on a envie de matérialiser. Et enfin, la 9e Morgane, qui, elle, est une Morgane un petit peu particulière, puisque c'est un petit peu la haute prêtresse de toutes ces 8 autres sœurs. C'est celle qu'on appelle la métamorphe et qui, du coup, détient le pouvoir de l'alchimie, puisque dans cette capacité de transformer les choses, les objets, les pensées, etc. Donc, ces 9 Morganes, voilà, comme je disais, représentantes de chacune d'un pouvoir en particulier. Donc, ils vont pouvoir nous enseigner sur ce pouvoir en particulier, si c'est justement le pouvoir qu'on a envie de développer. Et qui, en fait, si on pousse même encore plus loin dans les symbolismes, chacune va représenter justement les 8 premières Morganes que je vous ai présentées vont chacune représenter un sabbat. Et la 9e, donc, c'est celle justement qui relie toutes ces énergies de la roue de l'année et qui peut justement aller d'un sabbat à un autre, d'une énergie à une autre, puisque en tant que métamorphe, en tant que maîtresse de l'alchimie, elle va être capable de gérer un petit peu tous les différents pouvoirs. Donc, cette idée, en fait, voilà, avec ces Morganes, donc quand on arrive à Avalon, on se confronte à ces personnes, en fait, ces femmes qui sont là, qui ont maîtrisé cet art de magie bien spécifique. Et donc, elles vont devenir un petit peu comme des mentors pour nous enseigner, en fait, sur ces différentes capacités-là, pour pouvoir justement continuer sur notre propre chemin, révéler nos propres talents personnels et également, du coup, après, pouvoir revenir dans notre réalité et pouvoir partager, en fait, ces talents
qui, même si là on parle de magie, etc., qui peuvent prendre bien des formes et qui ne sont pas simplement du pur ésotérisme et qui n'a pas forcément un lien parfois avec notre réalité, mais bien évidemment, comme on le sait maintenant, toute la magie qu'on met en place va nous aider en fait dans nos vies, dans nos réalités, dans notre cheminement en fait, pour apporter à la fois pour nous une belle évolution, mais également pour pouvoir apporter aussi de l'aide aux personnes autour de nous. Alors, donc voilà un petit peu pour ces 9 Morgans. C'est vraiment pas mal, hein. Franchement, là je suis scotchée. Alors j'ai une question, mais tu as un petit peu répondu tout au long là, de tes explications. Donc en fait le but c'est de se connecter à chacune d'elles, à chaque sabbat, afin qu'elle nous apporte justement un enseignement. Là on a Imbolc, par exemple à Imbolc, sur quelle gardienne on peut se connecter? Est-ce qu'on peut commencer à n'importe quel moment de la saison? Ou est-ce qu'il faut vraiment commencer à un instant précis? Alors, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Effectivement, moi, je suis assez partisane de ne pas se bloquer avec certaines règles figées, en fait, et de suivre un petit peu voilà, les choses qui nous attirent sur le moment. Là, spécifiquement par rapport à Imbolc, c'est donc la Morgane Fée qui est la plus présente, celle qui donc gère la magie de l'onirisme, la magie des rêves. Donc, on peut effectivement vouloir commencer avec ça. Moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai partagé dans mon cercle de femmes hier que j'ai fait. Je leur ai fait rencontrer cette fameuse Morgane Fée pour aller justement recontacter avec nos rêves d'enfants, recontacter avec cette énergie, cette étincelle de vie que Imbolc apporte. On sait que le réveil de la nature est en train de se faire. On sent en fait cette énergie qui commence tranquillement à s'étirer d'un doux sommeil. Et donc, du coup, je leur ai fait connecter cette énergie-là avec cette rencontre pour réveiller ce feu d'inspiration, ce feu créateur, pour voir comment on peut infuser peut-être des rêves qu'on a oubliés ou des rêves qu'on a présentement mais qui manquent encore un peu d'énergie pour se réaliser. Donc ça peut être une forme de connexion si on souhaite rencontrer ces différentes Morganes-là. On peut commencer effectivement par elles. Mais après, justement, on peut aussi aller avec ces talents spécifiques. C'est-à-dire que si pour vous, la magie des rêves, l'onirisme, les marcheurs de rêves, etc., ce n'est pas vraiment votre domaine de prédilection, vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, vous n'êtes pas attiré par ce type de magie-là, du coup, vous pouvez plutôt vous tourner vers celle qui vous attire le plus par rapport à une magie que vous avez vraiment envie d'apprendre. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de règles définies et figées. On peut soit se caler effectivement sur la roue de l'année, soit on peut choisir d'y aller avec son élan. On peut également, comme c'est aussi le moment des rêves, faire des rêves peut-être qui nous invitent à nous connecter à l'une d'elles. Tu as déjà vu ça? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et donc, c'est un peu, pour moi en tout cas, c'est un petit peu comme ça quand je l'avais vécu, c'est que c'est un petit peu de la même manière que quand vous commencez à travailler en magie, donc en Wicca ou autre type de magie, où vous commencez à travailler des déesses ou des dieux patrons et patronnes. Donc, vous allez être attiré spontanément vers une divinité, parfois, qui va représenter en fait plusieurs qualités, plusieurs talents que vous avez envie de développer pour vous-même, en fait, ou qui va être une représentante d'un soutien particulier que vous avez besoin en ce moment. Donc, ça peut être la même chose avec les Morganes, en fait. C'est une certaine forme de divinité, en un certain sens, même si, elles ne sont pas identifiées en tant que telles, elles n'ont pas il n'y a pas un panthéon monstrueux créé autour de ça. D'ailleurs, moi, je leur donne des noms assez génériques par rapport à leur talent, mais dans certaines traditions, vous allez trouver en fait les noms des Morganes qui sont des noms tirés de la mythologie grecque. Donc, on a Titis, Thétis, Cliton, Glyton, Glytonéa, etc. Moi, c'est des noms pour moi qui n'avaient pas de sens, d'autant plus que qui étaient tirés de la tradition grecque, donc il n'y avait pas forcément de lien évident avec ça. Et donc, je préfère toujours pour que chacun en fait y mette son propre imaginaire, sa propre représentation, de parler de celle qui a le pouvoir de médiumnité, celle qui est sage, celle qui est guérisseuse, etc., parce que ça permet de laisser plus libre cours à notre propre vision, comme on a envie de se les représenter, et
en fait garder l'essence même de à quoi ça sert en fait de visualiser des Morgans, des prêtresses comme ça qui ont un talent particulier dans un domaine de magie. En fait, ça sert pour nous en tant qu'humains de mettre une représentation, une personnification en fait, pour pouvoir se connecter à cette énergie-là. Parce qu'en soi, de même que pour les divinités, on n'a pas forcément besoin en fait de cette représentation extérieure. Mais par contre, ça aide pour focaliser notre attention, ça aide pour créer tout un univers autour de ça, pour ensuite en retirer en fait l'essence même de cette représentation, c'est-à-dire voilà, comment est-ce que je travaille avec les rêves, comment est-ce que je travaille avec les éléments, comment est-ce que je travaille en divination, etc., etc. C'est un petit peu comme les tuteurs pour les plantes, j'ai envie de dire. On part au départ sur cette vision voilà, très personnifiée, très imaginaire de à quoi ressemble une divinité, à quoi ressemble une Morgane, etc. Et j'en retire, en fait, après, ça me permet de donner ce point de focus pour en retirer ce que j'ai besoin de développer pour moi. Alors, est-ce qu'il existe dans cette tradition, la magie d'Avalon, je ne sais pas, des cartes, des tirages possibles pour pouvoir justement se connecter à l'une d'elles, avoir un message X ou Y, ou qui puisse nous dire effectivement, bah là, tu as tiré cette carte, il faudrait peut-être que tu commences par cette Morgans-là pour ton cheminement, ou alors pas du tout? Alors, il n'y a pas forcément d'outils spécifiques pour ça. Il y a plusieurs oracles sur Avalon qui existent, mais qui généralement voilà, reprennent beaucoup les lieux et les personnages de la tradition. Mais spécifiquement un oracle sur les Morgans, alors moi j'en avais trouvé un, mais c'est pas forcément les Morgans, mais ce sont les différents visages de Morrigan. Donc, qui sont souvent qui peuvent se rapprocher très facilement en fait des 9 Morgans, d'où le nom d'ailleurs, hein, entre Morgans, Morgane, on n'est pas très très loin. C'est du coup voilà, il y avait ces 12 facettes de Morrigan qui peuvent être rassemblées. Donc moi que j'ai un petit peu fait dans ce sens-là aussi, on peut rassembler des 9 prêtresses gardiennes d'Avalon. Donc ça peut être ce type d'outil-là, mais bon c'est pas un oracle, c'est un oracle qui est seulement en anglais et qui n'est pas vendu. Moi je l'avais acheté directement à la créatrice qui est en Amérique du Sud. Donc voilà, on n'achète pas ça sur Cultura ou la Fnac en tout cas. Et qui s'appelle en fait l'oracle transformationnel de Morgane. Donc qui est magnifique pour ça, donc qui peut être une indication puisque bah voilà ces différentes facettes on va pouvoir les relier en fait à ces 9 Morgans. Mais après avec votre outil d'oracle favori ou de tarot, etc. Bah encore une fois si vous posez cette question là avec quelle Morgane je peux commencer à travailler, vous pouvez avoir vos réponses par rapport à vos symboliques, etc., dans votre oracle ou dans votre tarot, qui va vous donner un indicateur de « Ah bah tiens, effectivement, ça c'est le temps, par exemple, de me reconnecter avec la magie de la Terre ». Donc, le fait, peut-être des types de magie, de talismanie, de géomancie, de lithothérapie. Et donc là, bah, du coup, vous savez que ah bah tiens, je vais aller vers la Morgane mère, donc celle qui est représentée par cet archétype-là, pour travailler avec elle. Donc, ça peut être un moyen comme ça. Mais après, c'est vrai que moi, j'aime bien conseiller les personnes d'aller vers leur type de magie unique et d'aller vers la Morgane qui va correspondre à cette magie unique. D'accord. Wow. Donc, si on est plus en appétence avec un univers spécifique, tu nous conseilles plutôt d'aller vers la Morgane qui représente cet univers spécifique. D'accord. Il y a Abyss qui donne un message sur le chat qui est vraiment très pertinent. Elle nous dit complètement d'accord avec toi Alexandra, choisir soi-même une appellation, ça permet également de créer un lien. Exactement. Oui. C'est exactement ça. Je suis tout à fait voilà, en adéquation aussi avec ça. Parce que bah, parfois, voilà, les noms ne nous parlent pas à nous. Il ne faut pas non plus oublier en fait que toutes ces différentes traditions ont été revisitées, revues et corrigées de nombreuses fois pour être mises à jour par rapport à l'état de l'humanité dans lequel on est, et que ça vient toujours en fait. Parfois, c'est très compliqué de retracer l'origine. Donc, il ne faut pas oublier que là, il y a véritablement quelqu'un qui, à un moment donné, a fait un choix arbitraire par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'il a observé, et a décidé de ce nom-là qui lui parlait pour lui ou elle.
mais ça ne veut pas forcément dire que c'est à force de loi et que vous devez vous soumettre à ce type de nom-là. Par contre, ce qui peut agir entre guillemets comme force de loi, et encore c'est un peu fort comme terme, mais ce que représente en fait la divinité, l'archétype, etc., c'est cet apprentissage que vous cherchez au final. On s'en fiche un petit peu de la forme que ça va prendre, mais la démarche que vous mettez en place, c'est de contacter un certain savoir, contacter une certaine capacité, un certain talent. C'est ça en fait l'objectif en fait profond pour chaque personne. Après, voilà, quelle forme ça prend, que ce soit la tradition d'Avalon ou n'importe quelle autre tradition, grecque, viking, chamanique, amérindien, etc., etc. Au final, tout le monde, on se rend compte, en fait, d'ailleurs, on peut faire des parallèles, hein, par exemple, entre Hécate et Morrigan. Hécate, qui est donc une divinité grecque, et Morrigan, et même Kali, la divinité hindoue. Ces trois archétypes, ces trois représentations de divinité sont extrêmement proches. Chacune, voilà, travaille avec ce côté de transformation, de changement, de guerre, de mort, de combat, de force, etc., etc. Donc, on voit bien en fait que c'est le concept en fait est récurrent dans les différentes traditions. Maintenant, comment est-ce qu'on appelle ce concept? Là, c'est propre à chacun, et donc c'est important pour moi de se donner cette liberté aussi à soi en tant que praticien et praticienne, parce que c'est pas parce que quelqu'un l'a dit qu'il a forcément raison. Voilà. Donc il y a pas forcément de moyens très objectifs de pouvoir prouver qui a raison en fait. Donc au bout d'un moment, ça laisse justement plus libre cours à cette petite touche personnelle qu'on peut mettre dans ces activités. Alors j'avais le souhait en fait. Est-ce que tu pourrais développer de nouveau chaque spécificité magique reliée à chaque gardienne, les associer également avec le sabbat? Ce serait intéressant pour qu'on puisse prendre des notes, ou alors quand il y aura la vidéo replay sur YouTube, eh bien les enchanteurs pourront également prendre des notes et bien se rendre compte que chaque gardienne a une spécificité reliée à un sabbat. Exactement. Alors du coup, je reprends. Je vous redonne tout ça. Donc, comme je disais, voilà, là, donc, nous sommes à Inbolc, donc nous sommes avec la Morgane, donc la fée, celle donc qui maîtrise le pouvoir de l'onirisme, le travail avec les rêves, etc., etc. Ensuite, donc, nous avons la Morgane, la guerrière, donc celle qui va être reliée au sabbat d'Ostara, donc l'équinoxe de printemps, et qui, elle, va être plus reliée à toute la magie invocatoire, donc le fait de créer des rituels, de créer des incantations, de travailler avec le pouvoir de l'intention, mais dans un objectif justement de force, de dépasser des obstacles, etc. Ensuite, donc pour Beltane, nous avons l'amante, donc celle qui va travailler avec la magie rouge, la magie rose, la magie lunaire. Ensuite, nous avons la Morgane mère, donc pour Lita, pour le solstice d'été, qui va, elle, travailler avec tout ce qui est magie de talismanie, géomancie, lithothérapie, donc les énergies telluriques, l'énergie terrestre. Pour l'Omnassa de 1er août, nous avons donc la guérisseuse, donc celle qui va travailler avec la magie élémentaire, donc avec le pouvoir des 4 éléments et comment se guérir au travers du pouvoir des 4 éléments. Pour Mabon, pour l'équinoxe d'automne, nous aurons la souveraine, donc celle qui travaille avec la magie blanche et le pouvoir personnel. Donc vraiment là, pour la distinguer un petit peu de la guerrière, donc la magie invocatoire, la magie blanche, en fait, c'est vraiment cette magie qui est reliée à notre énergie, à notre pouvoir personnel et comment on l'utilise, versus la guerrière qui est un petit peu plus dans le côté intention et comment dire, création d'incantation. Ensuite, pour Samhain, 31 octobre, nous avons la médium, donc celle qui gère toute la magie de divination, sous toutes ses formes. Pour Yule, on aura la Morgane sage, donc celle qui va travailler avec les défunts, donc va faire le pont entre les mondes, donc avec comment dire, tout le côté de canalisation, des défunts, ou d'accompagner donc j'ai plus le mot maintenant qui me revient, mais les passeurs d'âme, les passeurs d'âme qui vont se relier à elle beaucoup. Et enfin, donc, la fameuse 9e Morgane, la métamorphe,
va avoir cet avatar de Morgane la Fée, justement, de Morrigan, etc., puisque c'est celle qui peut changer plusieurs fois de visage, plusieurs fois d'âge, plusieurs fois de talent, et qui, du coup, de par cette capacité-là, va être reliée au pouvoir de l'alchimie, donc tout ce qui est relié à la magie de transformation. Wow. Voilà pour l'explication des 9 Morganes. C'est extraordinaire. Je trouve que c'est vraiment bien de faire ce travail. Ça permet aussi de mettre des bases, surtout si on est intéressé par cette magie-là, de savoir comment tout ça se goupille également. Et c'est vrai que là, tu développes et on se rend compte que chaque Morgane, en fait, sont associés aussi à l'énergie du sabbat. Et que Exactement. La métamorphe, en fait, serait un ensemble de tout ça. Et si on fait un cheminement traditionnel magique pour s'initier, j'ai la sensation qu'en fin de compte, on finit par être la métamorphe nous-mêmes et d'avoir en nous les 8 Morganes qui c'est exactement ça. C'est ça. Donc, en fait, quand on regarde dans la tradition d'Avalon, quand j'ai fait moi mon cheminement de prêtresse d'Avalon, c'est exactement ça. En fait, on a toute la roue de l'année et en fait, la métamorphe, elle est au centre de la roue de l'année. Et elle peut osciller, en fait, entre toutes les différents sabbats, mais elle est toujours là en arrière-fond, j'ai envie de dire, peu importe quelle est la Morgane qui est là présente pour le sabbat. Et de fait, voilà, si on extrapole, en fait, par rapport, encore une fois, à notre vie, à notre évolution, eh bien, on voit qu'en fait, c'est un petit peu comme des sous-archétypes des 4 gros archétypes féminins ou des 4 gros archétypes masculins. Je les connais un peu moins, ça c'est pas ma spécialité, mais les 4 gros archétypes féminins, donc la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et la femme sage, qui représentent les 4 périodes de la vie de la femme, qui représentent les 4 saisons, qui représentent les 4 semaines de son cycle menstruel, etc. On se rend compte au bout d'un moment, en fait, comme tu viens de le dire, qu'on est tout ça, en fait. Donc, on est ces 8 femmes, ces 9 femmes, on peut développer en fait d'une certaine manière à certains niveaux. Certains vont être plus que d'autres parce qu'on va avoir des propensions et des facilités dans certains domaines. Mais au final, c'est un cheminement en fait qu'on va traverser pour, même si c'est pas dans le domaine de magie en tant que tel, mais qu'est-ce qu'apporte en fait, par exemple, voilà, qu'est-ce que va apporter la menthe va nous permettre de nous connecter avec ce pouvoir de sexualité, avec le fait d'honorer notre corps, de remercier ce corps qu'on peut avoir, d'être dans cette passion créative également. La mère, au contraire, va être dans ce côté nourrissant, soutenant, va être dans la protection, etc., dans le partage avec le monde, etc. Donc, on peut même y voir voilà une espèce de comment dire de point étape qu'on va traverser dans notre vie parce qu'on va être la jeune fille, on va avoir entre 0 et 10 ans et être la toute petite fille, donc la Morgane Fée, etc. Ensuite, on va avoir entre 10 et 20 ans, on va être la guerrière parce qu'on va être dans cette idée de vouloir grandir, apprendre plein de choses, aller surmonter certains obstacles, etc. Ensuite, on va être la menthe avec Beltane, on va être ensuite la mère avec Lita, etc. Donc, en fait, ce cheminement annuel, on pourrait même le voir en fait comme un cheminement entier de vie parce que au final, ces différentes fêtes ponctuent voilà une année de 365 jours, mais en même temps, en fait, on pourrait les dissocier en tranches d'âge dans nos vies, en fait, comme on le fait pour les archétypes piliers féminins. La jeune fille, c'est de 0 à 15 ans, la mère, c'est de 15 à 35, l'enchanteresse de 35 à 50 et la sage au-delà de 50 ans. Donc, en fait, on a découpé de cette même manière-là. Et c'est ça, je trouve, qui est très, très beau parce que ça donne vraiment un petit peu voilà un plan à suivre, de savoir où on en est, de savoir quelles étapes on traverse et ça nous permet justement voilà de s'accorder encore une fois à un autre niveau à ces énergies qui nous entourent. Donc on n'est plus juste sur des énergies saisonnières, etc., ou des énergies de la nature, mais on est sur une énergie d'évolution en fait, d'un cheminement personnel d'apprentissage. Et du coup c'est vrai quelque chose qui peut vraiment aider pour savoir où on en est et comment masteriser certaines choses. Alors ça commente pas mal sur le chat, Alexandra. On a notamment Marie-Roux qui vient d'arriver, on lui fait plein de bisous. Elle dit super intéressant, donc effectivement c'est super intéressant, on est d'accord. Alors il y a Isiliane qui dit pour les garçons, les principaux sont voilà. Le garçon, donc l'enfant, l'amant, le guerrier, le père et l'ancien. Génial. Il dit il y en a d'autres, mais ces 5 là sont les plus importants.
Abyss rebondit et dit « C'est vrai que l'on ne parle pas suffisamment du point de vue masculin, notamment dans la magie d'Avalon, c'est vrai qu'on parle souvent au féminin. » Et Marie rebondit, dit « Il y a vraiment un lien entre magie et psychologie. » Mais c'est pour ça que j'aime ça, hein, moi, Marie. Magie et psychologie, je trouve que c'est vraiment beau. Et elle dit le fait de toujours vouloir s'améliorer. C'est vrai, hein, le cheminement permet de s'améliorer. De toute façon, peu importe le cheminement, il permet de s'améliorer. Et Iséliane rebondit. Ça, ouais. C'est des apprentissages, c'est une expérience qu'on acquiert, hein, vraiment, quand on le dit d'ailleurs dans le langage courant, hein, avec l'âge, on a plus de maturité, plus d'expérience, etc. Donc c'est effectivement, même si pour certains, c'est pas toujours le cas, mais c'est l'objectif en tout cas. Et pour terminer, Iséliane rebondit en disant « Bah oui, 3 pour les femmes, 5 pour les garçons, sachant que le chiffre 3 et 5 sont des chiffres sacrés. » Alors, le 3 pour les femmes est plus entièrement vrai de nos jours. Effectivement, on parlait dans les anciennes traditions de la triple déesse, notamment chez les Celtes, donc la jeune, la mère, l'ancienne. Il faut voir en fait que dans ces anciennes époques, la femme atteignait un âge grand max de 50 ans et encore. Donc, il n'y avait pas en fait de phase transitoire, c'est-à-dire que on n'avait pas le temps d'être autre chose que mère puis ancienne. Il n'y avait pas d'étape intermédiaire. Et en fait, Miranda Gray, donc, qui a fait un énorme travail sur le féminin sacré, a introduit en fait ce 4e archétype qui est celui de l'enchantresse, donc comme je disais tout à l'heure, entre 35 et 50 ans, qui correspond à cette femme qui a eu ses enfants, qui fait grandir ses enfants, les éduque, etc., mais qui commence petit à petit, avant de se rapprocher de la femme sage, donc la femme post-ménopause, qui commence en fait à s'éveiller à cette intuition, à s'éveiller à ses choix pour elle et d'arrêter d'être toujours dans le besoin de l'autre, etc. Et là, qui revient à ses propres besoins, qui revient en fait à sa propre intuition et à faire les choses pour elle, pour s'aider elle, pour s'honorer elle, etc., etc. Donc c'est vrai que voilà, c'est la triple déesse maintenant a un petit peu changé et en final, si on regarde même ne serait-ce qu'avec les phases lunaires, au final, il n'y a pas que 3 phases lunaires, il y en a au moins 4, même beaucoup plus que ça si on les décline par rapport à leurs petites évolutions. Mais on a la nouvelle lune, donc qui correspond justement à la femme sage, la lune noire, la femme sage, la période des menstruations, le croissant de lune qui correspond à la jeune fille, la pleine lune qui correspond à la mère et la lune décroissante qui correspond à l'enchantresse. Donc là, en fait, on voit que ça matche mieux en fait cette évolution à la fois dans le cycle féminin de chaque mois, mais aussi par rapport à ce lien qu'on a avec le côté lunaire. Donc c'est vrai que maintenant, le fait que les femmes vivent plus vieilles ont permis de mettre en exergue en fait ce 4e pilier archétypal qui est donc celui de l'enchantresse. J'ai perdu Alina. Non, du tout, je suis là. C'est juste que je suis en train de lire ce que Robert explique et Iséliane également. Donc oui, on rebondit, donc c'est très très bien. Je voulais te dire aussi autre chose, mais j'ai oublié. Je voulais parler d'un truc, mais j'ai oublié. Ah oui, c'est bien que tu aies justement associé aussi les phases lunaires à chaque Morgans, si jamais on veut aussi s'y connecter au moment d'une phase spécifique ou créer des charmes, des choses comme ça, des travaux magiques autour de la spécificité de chaque Morgans. Tu as de ton côté ce genre de possibilité pour la pratique ? Oui, en effet, puisque du coup, on peut... personnellement, voilà, les 8 Morgans qui sont reliés à la roue de l'année, on peut justement les rapprocher des 4 archétypes féminins. Donc, il va y avoir deux Morgans pour chaque archétype, en fait. Ça va être un peu cette idée-là. Et en fait, du coup, de la même manière qu'on le fait pour les 4 archétypes majeurs, on peut aussi voir ce travail, en fait, de lunaire en lien. C'est-à-dire que, du coup, on le sait, hein, toute la période justement quand on commence le début de l'année Samhain, du coup, donc on est encore sur le milieu de l'automne, donc on est sur la lune décroissante, arrivé à Yule, on est sur la lune noire, justement, on est pile avant que le soleil commence à revenir.
Et arrivé à Imbolc, là, on est sur la nouvelle lune, la lune croissante. On va être sur la lune croissante jusqu'à Lita pour justement le solstice d'été. Donc là, on va être pour la pleine lune, du coup. Et ensuite, une fois qu'on a dépassé la pleine lune, on est sur la lune décroissante jusqu'à Samhain et après, donc Yule qui marque la lune noire. Donc, on peut effectivement, bien évidemment, aussi travailler avec ces archétypes-là sur les phases lunaires dans un même mois. C'est très possible également aussi. Donc, il y a plein de façons de pouvoir travailler avec ces Morgans, en fait. Maintenant, à savoir, quand on disait tout à l'heure, laquelle je choisis pour commencer, est-ce que je me fie aux saisons, aux phases lunaires ou au sabbat? On peut aussi, comme je disais, choisir par rapport à sa magie unique. Donc, on en avait parlé la dernière fois dans le dernier épisode de qu'est-ce que c'est que cette magie unique, donc cette constitution originelle qu'on possède. Et donc, du coup, quand on avait parlé de ça, en fait, l'idée, c'est quand on fait votre constitution, on met en évidence qu'il y a une prédominance de 1 ou 2 éléments sur les 4 éléments dans votre constitution. Donc, on va avoir des gens qui vont être à prédominance terre, à prédominance eau, à prédominance air ou à prédominance feu, parfois même des doubles prédominances. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les 3 autres éléments dans la Constitution, mais simplement qu'il y en a un qui se démarque par rapport à d'autres et qui va faire que votre Constitution se décrit à travers cet élément, c'est-à-dire au niveau de votre corps, au niveau de votre manière de penser, au niveau de vos émotions, au niveau de vos choix alimentaires. Tout ça va faire que vous allez concourir à faire plus dans un élément que dans les 3 autres. Donc, c'est ça, cette prédominance, cette magie unique dont je parle et donc qui permet aussi, au-delà de faire votre constitution personnelle et de savoir comment gérer ce mode d'emploi perso au quotidien, ça va aussi vous permettre de savoir quels sont les domaines de magie qui vont être naturellement faciles pour vous. Donc, les gens justement qui ont une prédominance de la magie de la terre sont des gens généralement qu'on dit clairsentients, qui vont être empathes, qui vont ressentir en fait physiquement dans leur corps les énergies et qui du coup vont être naturellement attirés vers tout ce qui est justement magie de la terre, donc la magie verte avec les plantes, la géomancie, la talismanie, la lithothérapie, donc tout ce qui va être très matériel, très concret, très relié aux énergies de la terre. Les gens qui ont une prédominance de magie d'air vont être des gens qui sont naturellement clairaudients et qui vont naturellement aller vers des domaines de magie, donc de médiumnité, de divination, de passeur d'âme, de magie féerique ou même de magie des mots, en fait, du travail avec les mots. Les gens à prédominance feu vont être naturellement clairvoyants. Ils vont avoir un attrait naturel vers tout ce qui est magie blanche, magie rouge et alchimie. Et enfin, les gens de prédominance de magie eau vont être très, ce qu'on appelle clair-goustant, c'est-à-dire avoir ce côté goût très prononcé en fait dans leur sensibilité, voire ce côté justement hypersensibilité aux émotions des autres. Et vont travailler très facilement avec la magie de l'eau, avec la magie lunaire et avec tout ce qui est relié au rêve, donc avec l'onirisme. Donc, quand on voit ces 4 prédominances-là, on se dit, OK, moi, j'ai une prédominance feu ou une prédominance eau, etc. On a ces différents domaines de magie qui, du coup, se relient facilement aux Morganes qu'on a détaillées tout à l'heure. C'est-à-dire que, classiquement, magie de la terre, on est sur magie verte, géomancie, lithothérapie, talismanie. Et naturellement, on va pouvoir travailler avec soit la Morgane guérisseuse qui gère toute la magie élémentaire, soit avec la Morgane mère qui travaille avec la talismanie, la géomancie, la lithothérapie. Les gens qui sont prédominants air vont travailler naturellement avec la Morgane médium, avec éventuellement la Morgane sage, avec la Morgane fée également aussi, pour tout ce qui est magie féerique, justement. Les gens feu vont naturellement travailler soit avec la souveraine, soit avec la menthe, soit avec la métamorphe. Donc, pour le côté, justement, magie blanche, magie rouge, alchimie. Et les gens eau vont naturellement travailler avec soit la menthe, justement, qui a cette magie lunaire, cette magie eau, soit avec la Morgane fée qui travaille sur les rêves, etc., etc. Donc, en fait,
de suivre cette prédominance de notre constitution, ces talents naturels que parfois on ne soupçonne même pas que nous avons, va nous relier naturellement aussi, si on veut travailler avec la tradition d'Avalon, va nous relier naturellement avec une de ces Morgans pour pouvoir travailler en fait sur ces différents domaines de magie, les développer pour soi. Parce que ça va être toujours plus facile de développer une magie ou des talents spécifiques quand vous partez avec quelque chose qui est une facilité pour vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire les autres domaines de magie, c'est pas ça. Ça veut simplement dire que ça va être plus complexe. Si vous êtes quelqu'un de la magie de la Terre, ça va être beaucoup plus complexe pour vous de développer tout ce qui va être médiumnité et passage d'âme, en fait. Parce que c'est tellement subtil par rapport à votre énergie terre que du coup, c'est pas forcément quelque chose qui est facile, qui est naturel pour vous. Donc, mais naturellement, vous allez savoir travailler avec les plantes, avec les énergies de la terre, avec la fait de construire des talismans, de construire des objets de magie, etc. Ou même de travailler avec les pierres elles-mêmes. Donc, c'est simplement pour montrer cette différence-là. Ça n'empêche pas de s'initier à d'autres domaines de magie, mais ça permet de commencer là où on va être naturellement bon et à développer ces talents-là, quitte après à s'ouvrir à d'autres domaines. Et moi, j'ai remarqué que en déterminant en fait cette magie unique chez les gens au départ, ça permet de créer justement un petit peu cet entonnoir de domaines de magie, de domaines de prédilection qui peuvent s'étendre bien évidemment aussi à tous nos choix de carrière. Hein. On peut vraiment aussi le décliner de cette manière-là et le voir aussi dans cette idée-là. Parce que du coup, par exemple, quelqu'un qui est de la magie de l'air, naturellement, va être quelqu'un qui est un peu touche à tout, qui va vouloir tout faire, est curieux de tout, mais tout commencer, rien finir, etc., etc. Et donc, il se disperse énormément. Il va essayer plein de stages, de ci, de là, machin, dans différents domaines, mais sans vraiment trouver celui qui clique vraiment. En l'informant en fait de cette tendance qu'il peut avoir, ce déséquilibre qu'il peut avoir, et de lui dire que voilà, toi, tes talents naturellement, là où tu vas briller le plus, c'est tout ce qui touche à la médiumnité, la divination, le travail avec les défunts, avec les âmes, etc. Et là, d'un coup, en fait, ça réduit le champ des possibles et ça va permettre donc seulement de choisir et de se canaliser sur ces domaines-là, plutôt que de perdre du temps, parfois, à essayer de développer des talents qui ne sont pas les siens. Moi, je sais que, par exemple, je suis de la magie de la terre et de la magie du feu dans mes prédominances de constitution. C'est pas du tout mon domaine de prédilection, la médiumnité. C'est pas comme ça que je travaille et j'ai passé des années à essayer de développer de la clairaudience, de la clairvoyance, à être capable de voir les âmes, d'entendre les âmes, etc. Je ne sais pas faire ça. J'ai d'autres talents et c'est OK en fait. Donc c'est vraiment de revenir non pas par qu'est-ce qui est super waouh comme domaine de magie, mais qu'est-ce qui est véritablement là où je vais briller, là où je vais pouvoir faire vraiment une contribution au monde en utilisant les talents qui me sont donnés en fait. Alors c'est super ce que tu expliques. Justement, je suis en train de témoigner sur le chat parce que bon, bien sûr, Alexandra, j'ai commencé cette formation avec toi jeudi. Et en fait, j'ai découvert un truc de fou grâce à toutes tes questions. On s'est vu en visio, tu as pu effectivement voir visuellement aussi à quoi je ressemblais, comment j'étais orientée. Moi, j'étais persuadée d'être plutôt air et feu parce que mon thème natal, moi, j'adore l'astrologie, donc je suis plutôt reliée à ça dans ma vision. Donc, j'étais persuadée d'être air et feu. Et en réalité, je suis eau beaucoup plus et air. Et donc, après coup, je t'ai expliqué aussi que j'étais tellement bluffée par ce retour que j'ai vraiment envie d'offrir un enchanteur de cette formation. Donc ce sera très certainement pour finir la saison. Donc au mois de juin, ce sera le dernier cadeau de la saison. J'offrirai à un enchanteur cette session de formation pour pouvoir vous permettre à un enchanteur de découvrir sa magie naturelle. Et wow. je vais continuer bien sûr la formation avec toi, bien sûr on est d'accord. Parce que vous verrez, il y a toute une session, ça dure des semaines, 4 semaines je crois. 5 semaines. Oui, ça c'est vraiment une toute petite formation sur un mois pour acquérir ces bases-là. Et donc voilà, pour répondre à Vera, là je vois son petit commentaire aussi. Donc l'élément prédominant, voilà, on le détermine avec ce fameux questionnaire qui ressemble en fait à un questionnaire d'anamnèse de naturopathie ou de médecine chinoise ou d'ayurveda. C'est le même principe. C'est juste que moi j'ai traduit
que moi j'ai travaillé en Ayurveda et j'ai traduit en fait tous les concepts ayurvédiques simplement dans les 4 éléments, ce qui était beaucoup plus simple à appréhender pour les personnes. Donc non, c'est pas forcément toujours relié au signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Moi personnellement, je suis Capricorne, Cancer, donc c'est terre eau et pas terre feu. Donc comme quoi en fait c'est pas forcément. Donc on parlait justement de ça avec Alina, en disant que c'était peut-être observer l'entièreté du thème astral pour peut-être voir ces tendances-là se dessiner. Mais voilà, c'est pas directement du tout en lien avec ça. Par contre, c'est donc dans ces différents questionnaires qu'on peut déterminer cette magie-là. Moi, je vous ai mis, en fait, quand vous rejoignez ma newsletter sur mon site, vous avez en fait en cadeau de bienvenue une petite histoire en fait que j'ai créée de celle qui veut devenir une sorcière, et vous avez à la fin un mini test. Alors c'est pas un test qui va vous donner avec certitude exactement voilà le type de magie, mais qui va commencer à vous de mettre un petit peu sur la voie et qu'on peut préciser après dans le cadre de cette petite formation là. Donc c'est un petit peu comme ça voilà qu'on peut déterminer, donc de voir voilà quelles sont, de rapprocher toutes les différentes caractéristiques de notre corps, de notre métabolisme, de notre psychologie, de notre émotionnel, de nos goûts, en termes voilà de films, de musique, de nourriture, de couleurs, etc. À force voilà, de toutes ces questions-là, on va voir se dessiner en fait cette tendance prédominante de un ou 2 éléments. Très souvent dans notre société maintenant, on a souvent 2 éléments qui sont majoritaires. Alors tu sais en plus ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait ton test, c'est que j'ai découvert que j'étais élément eau, presque pas à 1000%, mais pas loin. Moi, par rapport à mon thème et au décortiquage que j'ai pu en voir et en percevoir, donc bien sûr Balance ascendant Sagittaire, donc air et feu notamment, beaucoup d'air et de feu dans mon thème au sens vraiment large des aspections des planètes. Mais par contre, alors c'est très fou parce que je suis prédominance eau avec ton test, je me sens maintenant eau. Tu vois, parce que ça m'a vraiment ouvert. Je peux vous dire, j'ai été complètement bluffée. C'est une révélation, vraiment. Et en fait, dans mon thème, c'est écrit attention à l'élément eau. Tu vois, j'ai toute une spécificité autour de mon thème qui me dit attention à l'élément eau. Donc, ça signifie des choses. Donc, c'est pas simplement le test qu'Alexandra va vous proposer est vraiment très, très, très complet. Elle vous pose des questions de ouf sur plein de sujets. Donc ça peut être autant sur la nourriture, mais vraiment plein de sujets. Et donc on répond du tac au tac, on ne réfléchit pas trop, c'est instinctif aussi. Ça permet vraiment de percevoir les clés vraiment intérieures, profondes que vous avez sans vous rendre compte en fait. Et en réalité, l'émotion, moi j'arrête pas de dire ce mot, émotion, sensation, dans tout ce que je dis, et ça revient en fait. J'ai une appétence pour l'oniromancie, ça revient, j'ai une appétence pour la médiumnité, ça revient. Donc c'est vrai que, et pourtant tu te mens à toi-même parce que tu penses être air et feu. Tu vois, c'est dingue je trouve, comme révélation. Parce qu'en fait, effectivement, pour moi, c'est vraiment central d'avoir ce mode d'emploi. C'est pour ça, en fait, que je mets cette mini-formation dans toutes mes propositions, parce que c'est impensable pour moi de faire quoi que ce soit comme accompagnement ou formation plus longue sans avoir cette base-là. Et en fait, comme tu dis, voilà, c'est bluffant dans le sens que parfois, selon comment on a mené nos vies, selon là où on a été éduqué, selon nos sociétés, etc. On a ce qu'on appelle des masques, c'est-à-dire que il faut quand même se rappeler que quand on est enfant, oui, on est né avec une constitution originelle bien spécifique, mais si vous grandissez dans une famille qui est justement très perfectionniste, qui est très dans la compétition, qui est très voilà dans ce côté leadership, etc. Vous, c'est pas un truc naturel d'être un leader, mais vous grandissez avec cet exemple-là. Du coup, pour correspondre, encore une fois, le besoin de reconnaissance qu'on retrouve quand on est enfant, et même toute notre vie d'ailleurs, mais qui va vraiment commencer à créer des blessures à cet âge-là, on va avoir envie de coller à l'exemple de nos parents ou d'un grand frère, grand sœur ou quoi que ce soit. Donc, on va développer des qualités qui ne sont pas les nôtres, donc ce qu'on va appeler des caractères acquis et non des caractères innés. Et du coup, au fur et à mesure qu'on va grandir, on va considérer que c'est ça notre constitution, c'est ça notre identité, etc. Alors en fait, on a simplement confondu notre identité avec le masque qu'on a créé au fil des ans. Et donc là, dans ton cas, c'était un petit peu ça, ce côté justement feu, qui au final, on s'est rendu compte via les différentes questions, etc., que j'ai pu te poser,
que c'était un feu, entre guillemets, réactionnel. Il fallait vraiment des situations bien spécifiques pour que ce feu se déclenche, mais que naturellement, c'était pas une personne qui était dans cette énergie-là. Donc, c'est vrai que ça apporte énormément. Pour moi, je trouve, voilà, pour avoir ces petites bases qui, en fait, nous servent au quotidien. Parce que, après, c'est pas simplement de dire et d'être super content. Ah ouais, super, je suis magie du feu ou magie de l'eau ou magie que ça. Non, l'idée, c'est après de pouvoir être en capacité de se rééquilibrer soi-même. Et moi, pour moi, ce côté autonomie est essentiel. C'est-à-dire que quand vous comprenez votre mode d'emploi, c'est un peu comme n'importe quel objet que vous achetez, hein. Si vous lisez le mode d'emploi, ça va être vachement plus facile pour l'utiliser et pour régler les problèmes apparents. Là, c'est pareil avec soi, hein, et avec sa magie unique. Quand on connaît sa magie unique, du coup, on va repérer les déséquilibres qui vont apparaître et avoir des outils pour pouvoir se rééquilibrer par soi-même sans forcément toujours aller chez quelqu'un d'autre qui va nous donner la solution, en fait. Et ça, c'est une reprise de pouvoir personnel, je trouve, qui est extrêmement essentielle pour moi. Et puis surtout quand tu débutes, hein, déjà quand tu débutes, si tu commences avec ce type de travaux, hein, à connaître effectivement l'origine qui t'est propre, naturellement tu vas t'orienter vers des sujets de cheminement magique et d'évolution très simples en fait, très naturels. Donc tu vas encore plus apprécier ton cheminement parce que par la suite tu vas développer les autres capacités reliées aux autres éléments qui t'incombent, mais dès le départ tu commences avec quelque chose qui t'est naturel. Donc apprécier ce cheminement est encore plus merveilleux. Alors que si comme tu l'expliquais tout à l'heure, hein, lorsque tu galères pour essayer de faire tel ou tel travaux ou telle orientation magique et qu'en fin de compte tu n'as pas cette appétence naturelle en toi, c'est encore plus complexe à rester motivé tout au long de ton cheminement, à te dire mais pourquoi je n'y arrive pas, tu vois. Donc en fait tu as la réponse grâce à ton test et c'est fou. Oui, c'est voilà, quand qu'on fait le petit programme là que tu es en train de faire toi là sur ce mois, ça. Enfin, vraiment, moi j'ai hâte d'avoir tes retours d'ici quelques mois en fait et de voir ce que ça change en fait dans ton quotidien, dans ta manière d'appréhender les choses, etc. Parce que de fait, c'est vraiment en fait une orientation qui nous permet de reprendre un petit peu plus de pouvoir sur notre vie, de retrouver une certaine souveraineté en fait et justement d'arrêter de se perdre dans c'est comme je disais tout à l'heure aussi, tu vois, moi même si j'avais déjà cette constitution là, j'ai voulu à tout prix masteriser le côté médiumité parce que le côté feu, un petit côté compétitif pour être super bon tout le temps, et au final au bout d'un moment tu dis non mais je suis pas R, donc arrête de vouloir faire des choses des gens R, c'est pas ma facilité, c'est pas là où je brille le plus, c'est pas là où je vais naturellement pouvoir faire des choses bien. Et c'est OK. Donc, en fait, voilà, c'est d'arrêter de penser que c'est ultra tellement cool, les gens qui font de la médiumnité, etc. Alors que je suis certain que les gens qui sont comme ça vont te dire qu'ils vont trouver ça vachement cool de faire du travail de clairsentience avec les plantes, etc. Voilà. Et encore une fois, on va toujours vouloir ce que l'autre a, alors qu'en fait, si on se concentre vraiment sur notre identité, sur qui on est, sur quels sont nos talents naturels en fait. Mais c'est tellement génial d'avoir des talents naturels. Donc au bout d'un moment, arrêtons d'envier ce qu'il y a de l'autre côté et cherchons à développer ça, à maîtriser en fait. Là du coup, voilà, on n'est pas du tout dans l'idée du contrôle. Hein, ça c'est très important comme subtilité. On cherche pas à contrôler sa magie unique. On cherche à maîtriser. Donc c'est littéralement en fait tout ce qu'on apprend dans différentes voies de magie. C'est comment maîtriser un art. Donc, savoir voilà, quelles sont les potentialités, quelles sont les limites, quels sont les risques, etc. Et là, c'est pareil avec nous-mêmes, en fait. Et je trouve que c'est un apprentissage du quotidien qui est fabuleux, quoi. Alors, je rebondis parce que je trouve ça hyper pertinent ce que tu dis. En fait, j'ai l'impression, hein, donc ça aussi inconscient, c'est peut-être aussi très psychologique, mais à partir du moment où en fait on maîtrise un art naturel, on a la sensation en fait que tout le monde peut le maîtriser, cet art naturel, parce que manque de confiance en nous. Donc ce qui fait que on ne donne pas forcément l'envie de le développer plus, alors que c'est naturel et on devrait au contraire encore plus apprendre à le maîtriser. Non, on part du principe qu'en fait que comme nous on sait le faire, qu'on a une facilité pour le faire, eh bien on n'a pas besoin de le développer puissance plus, puisque forcément on se dit que tout le monde peut le faire. Donc inconsciemment, on s'oriente vers autre chose et c'est là qu'en fin de compte ça bloque.
Et le fait de faire cette formation, de découvrir et de conscientiser réellement le fait que ça c'est naturel et que c'est beau et que c'est pas tout le monde qui ont ces appétences-là, eh bien ça nous donne encore plus de confiance en nous, de courage pour pouvoir faire évoluer notre cheminement dans de meilleures conditions. Parce que moi je vois beaucoup aussi d'apprentis, de nouveaux, de baby witch qui arrivent dans le milieu et souvent ils s'orientent vers des magies plus sombres, parce qu'ils ont, je sais pas, inconsciemment ce besoin, on le voit souvent aussi à l'adolescence, un besoin de rébellion. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas comme ça. Et en fait, ils passent par toutes ces phases-là très tristes, très dures, très hard dans leur cheminement, alors que si dès la base, ils arrivaient à se découvrir, à se redécouvrir, à redécouvrir l'essence même de ce qui leur est propre, de cette appétence qui leur est propre, ça se passerait tellement merveilleusement mieux. Et quand ils arriveraient dans une magie beaucoup plus dure, beaucoup plus soutenue, eh bien là, ils auraient déjà des bases de confiance en eux pour pouvoir évoluer. Tu en penses quoi? C'est très important ce que tu dis, effectivement, parce que c'est une tendance. C'est une tendance, en fait, qu'on a tous de considérer, parce que moi, je sais le faire, tout le monde sait le faire. C'est faux. Et du coup, ça, en fait, de minimiser, et c'est vraiment culturel comme vision, de minimiser nos talents de base. Quelqu'un qui fait, par exemple, magnifiquement bien la cuisine, il va se dire, mais c'est tellement simple, c'est tellement évident. Enfin, je veux dire, tout le monde peut faire ça. Alors que celui qui galère à ne serait-ce que faire marcher un micro-ondes, tu vois, il va trouver ça fabuleux quand il voit son ami savoir si bien cuisiner. Et on va en fait toujours se minimiser dans nos talents naturels. Alors que comme tu dis, voilà, non, c'est au contraire de célébrer ces talents naturels et de les exploiter au plus possible, de les faire grandir au plus possible. Et le fait que, comme tu dis, voilà, les personnes qui se lancent dans l'ésotérisme parfois vont aller dans des choses un peu plus sombres. Là, je rebondis sur ce que nous partage Marie dans le chat par rapport à ce lien, voilà, avec les blessures émotionnelles. C'est exactement ça. Quand les personnes vont dans des choses parfois un peu plus sombres, en étant vraiment débutant, j'entends, parce que des fois on peut le choisir de base, mais quand on y va de manière débutante, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Parce que du coup, les gars, tout le travail de part d'ombre, on en a parlé en début de chronique, on va en reparler justement dans le prochain épisode, justement se réunifier avec sa part d'ombre. Ça, c'est un passage qui est obligé dans n'importe quel cheminement ésotérique, magique, spirituel, peu importe. Si vous n'affrontez pas et ne pacifiez pas votre rapport avec votre part d'ombre, toutes les blessures émotionnelles que vous avez pu avoir, etc., vous allez en fait nourrir toujours cet aspect-là et de manière malsaine au final. Encore une fois, il y a des gens qui vont choisir en fait de faire des magies noires, etc. C'est un choix personnel. Là après, bon, chacun fait ses différents choix. Il n'y a pas de jugement à avoir. Voilà, chacun fait ce qu'il veut au bout d'un moment parce que voilà, il faut un peu de tout pour faire un monde. La nature n'est pas non plus parfaitement youpi tralala tout le temps. Il y a de l'ombre, il y a de la lumière. Il y en a qui choisissent d'œuvrer dans l'ombre, d'autres de choisir d'œuvrer dans la lumière. Mais on peut tout à fait en fait se réunifier avec son ombre et malgré tout travailler dans la lumière en fait. C'est un leurre en fait de penser que tout est que lumière. Non. L'ombre et la lumière existent, on en a besoin. L'ombre est notre moteur en fait. On la connaît simplement que dans une version déséquilibrée, malsaine, parce que c'est là où on a mis toutes nos problématiques, tout ce qu'on voulait pas avoir de nous, on l'a mis là. Mais quand on fait la paix avec cette part d'ombre, on va retrouver cette force-là et pouvoir la mettre au service de notre lumière. Donc là, ce cheminement-là, comme tu dis, est essentiel en fait pour justement aller dans la bonne orientation et aller vraiment vers les choix qu'on veut plutôt que vers des choix qu'on subit. Et puis quand même, le but de ce cheminement que l'on fait tous, c'est bien aussi la possibilité d'évoluer et d'aller au mieux, de se sentir bien dans nos baskets, de rendre les gens heureux autour de nous également, et pas d'apporter la haine ou le côté malsain des choses, de faire de belles magies. Comme tu dis, il faut ombre et lumière, mais cette ombre, à mon sens, elle doit être transcendée. Après, c'est ma vision. Elle existe, elle doit être transcendée, elle doit être comprise, elle doit être conscientisée et surtout elle doit se guérir aussi pour que justement le tout fusionne, parce que bien sûr on aura toujours besoin de se défendre, on aura toujours besoin de se protéger parce que d'autres ne font pas ce travail. Parce que comme tu dis, d'autres choisissent, ça leur est propre, aucun jugement là-dessus, d'autres choisissent de ne pas faire ce travail-là sur eux-mêmes et donc d'apporter le côté malsain aux échanges, aux relations, à leur magie. Et ce qui est vraiment dommage, parce que la magie, c'est pas ça.
La magie n'est pas là pour faire du mal à l'autre, n'est pas là pour causer du tort à l'autre, elle est là pour transcender l'être humain et tout ce qui l'entoure dans cette belle planète. Donc ça restera toujours ma vision, peu importe ce qui peut arriver dans le futur. C'est super parce que Marie rebondit, elle dit tout à fait, les 5 blessures émotionnelles sont l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et c'est vrai que quand on tape sur l'une de ces 5 blessures, même certains ont les 5 blessures, ce qui est encore plus compliqué à vivre au quotidien, je peux vous dire, et ben c'est là où il faut faire le travail, vraiment, pour pouvoir justement avoir une vie beaucoup plus saine dans sa tête, dans son cœur, dans son âme. Je rebondis parce que Marie, du coup, ça peut être très intéressant. Je ne connais pas Marie, mais je le partage quand même. C'est que dans les 5 blessures qu'elle a citées, elle a oublié la 5e qui est celle du rejet. Et un petit peu comme les 7 nains ou comme les accords Toltec, celui qu'on oublie, c'est souvent celui qu'on doit travailler. Donc, du coup, je me permets, Marie, de te partager ça. Oui, c'est vrai, oui, t'as oublié le rejet, je pense, oui, tout à fait. Alors Marie Roux fait une chronique chaque 4e dimanche du mois qui s'appelle Work in Progress. Et donc pendant une demi-heure, elle nous parle justement de l'évolution, du bonheur, comment se connecter à tout ça. Et en fait, elle est psychologue, non, c'est pas psychologue, c'est, ça y est, j'ai du mal. J'ai du mal. Donc elle fait un métier vraiment magnifique, psychologue du bonheur, voilà. C'est son métier. Génial. Alors, il est 11h58. Est-ce que tu veux encore nous partager des petites choses, Alexandra, avant qu'on passe à la suite et qu'on fasse le tirage au sort? Alors, je crois qu'on a beaucoup partagé. Oui, mais il me semble que tu as partagé ta formation de magie verte. En fait, voilà, comme je disais, la formation là qu'on a parlé, le petit programme Découvre ta magie, donc voilà, qui est à la base, il est inclus dans la formation de magie verte, comme je disais, donc une formation qui est en ligne et qui là, pour moi, en tant que prédominance de magie de la terre, je vous partage avec grande joie cette capacité de travailler avec les plantes et les huiles essentielles pour traiter les maux du quotidien avec une vision, bien évidemment, holistique, énergétique de la santé. Donc, une formation un peu de 3 en 1 qui combine la phytothérapie, l'aromathérapie et le travail énergétique pour pouvoir s'apporter un peu plus de bien-être dans son quotidien, que vous soyez thérapeute ou que vous soyez simplement envie de soigner vous-même et vos proches.